On va se finir vite fait sur la vidéo de Gladiator. Ouais, on fait ça, vas-y, on va mater Gladiator. La vidéo s'appelle Gladiator, le film qui ressuscite les morts et détruit le cinéma. Alors j'imagine qu'ils vont parler donc de l'acteur qui joue le pimp de Russell Crowe, qui est mort pendant le tournage, et où effectivement, en fait, il y a eu du coup donc quelques scènes qui ont été retournées. On a du coup découpé numériquement des images de l'acteur, et en fait voilà, et ça a fait la blague, hop, parce que bah du coup voilà, il fallait encore tourner des scènes avec ce personnage-là. Le mec est mort, bah, c'est un peu difficile et tout, et donc bon, c'est un film qui est sorti il y a 25 ans, moi je trouve que c'est un peu abusé de sortir ça. Donc, je me suis dit que ce serait quand même intéressant de pouvoir parler un peu de Ridley Scott, qui était un cinéaste que je n'aime pas, et parce que voilà, je sentais un peu la take peut-être détruit le cinéma, donc j'imagine qu'après ça va parler sûrement voilà de Peter Cushing dans de Peter Cushing dans Rogue One, donc de Gareth Edwards, de tous ces personnages qu'on fait revenir comme ça, et on vous dire ah oui mais en fait ah vous avez vu du coup en CGI on fait des gens et en fait ça tue les acteurs et tout, et donc voilà, ça a l'air d'être à la fois encensé Ridley Scott et être un peu anti-technologie. Ça coche beaucoup de cases voilà, de beaucoup de sujets sur lesquels j'aime dire du mal, donc let's go. Gladiator est sorti au cinéma en 2000. Ouais, vous avez bien le son. Et pour l'époque, les effets spéciaux sont fous. On a la Rome de l'Antiquité en 3D, le Colisée en 3D, des gladiateurs qui se battent contre des tigres à l'intérieur du Colisée en 3D. Alors forcément, And the Oscar goes to Gladiator. mais tous ces trucs spectaculaires, ce n'est rien comparé à cette scène. On dirait pas, mais elle est hyper spectaculaire parce que ce gars, là, Ah oui, bah on il sait qu'il est s'appelle mort. Ouais, je vous confirme que la vidéo va m'énerver. Là, je suis déjà très tendu. Ça va être un petit moment sympa qu'on va passer ensemble. Donc, voilà, alors c'est la première fois qu'on parle de Ridley Scott, donc je vais essayer d'être succinct parce que déjà moi-même, j'ai pas le temps de passer 2 heures dessus. Donc, Ridley Scott, c'est donc quelqu'un qui arrive à la fin des années 80 avec son frère, donc son frère Tony va arriver un peu plus tard. Fin 70 pour Ridley Scott avec Les Duelistes en 78, que tout le monde dit qu'il aime bien et qu'il a pas vu. Moi, je l'ai vu, c'est carrément OK. Enfin, en vrai, je trouve que c'est un peu le film le plus intéressant de Ridley Scott. Je n'aime pas Alien parce qu'en fait, déjà, voilà, dès 79, du coup, Ridley Scott est un cinéaste qui est extrêmement misanthrope. Il va filmer ses personnages comme de la chair à xénomorphe, il en a rien à foutre de rien, et donc en fait, il ne les caractérise pas, il les déteste ouvertement, et donc moi personnellement, voilà, du coup, en fait, moi, du coup, je ne suis pas pris en fait émotionnellement absolument pas pris émotionnellement par le film Alien. Je ne peux pas nier le fait que c'est évidemment une borne de la SF, que c'est très très bien, que je veux dire, voilà, plein de choses comme ça. Plein de choses sont périphérique à Ridley Scott, c'est-à-dire la musique de Jerry Goldsmith, qui est en fait la musique qu'il avait déjà fait pour Freud de John Huston, justement. Les décors de Giger, qui en fait avait déjà commencé à bosser sur des décors comme ça, sur le film le Dune de Jodorowsky. Il y a indéniablement une vision de Ridley Scott. C'est pas un truc auquel moi j'adhère, c'est-à-dire le principe de enfumer toutes les pièces à fond, mettre voilà, donc des ventilateurs qui tournent comme ça en boucle et donc qui vont faire des ombres, qui vont se détacher sur les visages des comédiens et tout, voilà. Tout filmé à la longue focale, et moi c'est pas un truc auquel j'adhère, notamment parce que du coup, ça découpe énormément les scènes, et donc en fait, tu ne trouves plus ce qui, moi, m'intéresse dans le cinéma, qui est du coup justement de la mise en scène, c'est-à-dire faire un plan large et faire bouger des personnages dans le cadre. Il y a pour moi en fait 2 opposés à ça, qui sont Spielberg, qui lui préfère beaucoup travailler, enfin, voilà, en fait, statistiquement, du coup, dans ce travail avec Kaminski, en fait, utilise le plus souvent, en gros, en fait, un 40 millimètres, que je peux vous montrer ce que c'est. Hop! Ouh, on est sans fil. Ça, si vous voulez, donc ça, c'est un 40 millimètres. Un 40 millimètres, donc c'est relativement, enfin, c'est une focale, du coup, qui est relativement, bah, c'est plus large, du coup, que la vision de l'œil humain, et donc, en fait, si vous voyez, là, du coup, bah, en fait, on peut avoir un personnage, du coup, qui est, comme moi, net au premier plan, qui prend de la place, mais je peux aussi avoir, du coup, des personnages qui sont par ici. Quelqu'un, du coup, à l'arrière-plan qui va arriver, je peux faire des focus shift, et cetera. Tout l'intérêt, en fait, c'est que, du coup, ça permet de créer, donc, de la profondeur de champ, c'est-à-dire, en fait, du coup, donc, des éléments qui vont bouger dans le champ, voilà, et donc, en fait, d'avoir un décor qui vit. D'avoir un décor qui vit, ça permet aussi du coup d'avoir plusieurs actions qui vont se passer dans le cadre, et donc en fait on a le sentiment d'être vraiment avec les gens. Et ce sentiment d'être vraiment avec les gens, il est poussé à son extrême, en tout cas selon moi, chez des cinéastes qui me passionnent également, et un chef-op qui est également extrêmement intéressant, qui est Roger Deakins. Roger Deakins, lui pour le coup, il a son objectif préféré, c'est le 27 millimètres. Alors là pour le coup, j'ai pas la focale, enfin ça ressemblerait en fait à ça, pas tout à fait, là on est plutôt sur un 32, mais enfin voilà. Mais en fait, ça ressemble un peu à un truc comme ça. Donc là, vous voyez bien, en fait, on a un cadre qui est extrêmement large, mais donc, hem, si je alors je vais mettre en grand écran, c'est plus logique, voilà, en fait, donc si je parle vers vous, donc là, je pense que le son va être je vais augmenter un peu le gain, je pense que le son va être un peu moins fort, mais voilà. Là, en fait, du coup, donc si je parle vers vous, donc je suis face à vous, et en fait, vous voyez, du coup, si je bouge les mains comme ça, bah, il y a un sentiment, en fait, de proximité. En tout cas, c'est comme ça que Dickens lui en parle. Alors là, je suis plus net, mais voilà.
Un sentiment de proximité, c'est-à-dire que, voilà, on voit l'environnement autour de moi, donc la caméra serait placée un peu différemment et tout et voilà et un jour, en fait, on regardera cette vidéo du coup de Dickens où il explique un peu voilà, qu'avec quel focal il aime bien travailler. Je rezoome sur moi quand j'étais frais comme ça. Hein. Et donc en fait, le fait de bosser en 27 mm, voilà, en fait, permet du coup donc d'avoir déjà un truc plus intéressant sur les visages parce que bah, du coup c'est légèrement déformant, donc ça met en avant le faciès en fait des personnages qu'on peut suivre, mais c'est aussi un sentiment de proximité. Ce que fait Dickens en fait, donc quand il fait un champ contre champ, c'est qu'en fait il met la caméra entre les personnages, ce qui fait que du coup il y a un sentiment de proximité. En fait, nous spectateurs, on est la personne avec qui le personnage discute. Tandis que dans le cas de notre ami Ridley, donc lui il fait ce qu'on appelle un over the shoulder, donc comme on le disait tout à l'heure, avec Russell Crowe ici en amorce et Oliver Reed qui est là. Et donc nous spectateurs, on est à l'extérieur de cette discussion. Ça n'a l'air de rien et dans l'absolu, je pense pas qu'il y ait un mode qui soit mieux qu'un autre. C'est deux sentiments qui sont différents. Le thriller paranoïaque des années 70 joue beaucoup des zooms, des longues focales, pour justement en fait, donner l'impression au spectateur que c'est un voyeur. Et surtout que c'est un voyeur et qu'il est observé. En fait, que du coup, les personnages sont observés par un œil, pas un regard comme ça extérieur. Il y a plein de moments comme ça qui sont passionnants. Dans le thriller classique un peu parano, où en fait, vous allez avoir deux personnages qui discutent, un champ contre champ très classique, etc. Et d'un seul coup, il y a un plan au téléobjectif, donc avec une très très longue focale, pris en hauteur. Ce moment ne s'explique pas, narrativement, on ne sait pas, voilà, mais en fait, bah là, on est du point de vue de qui? Et en fait, le fait que tu te poses la question du point de vue de qui on est, te fait te dire que bah, peut-être ils sont observés. Peut-être que du coup, ils sont pas tout seuls, peut-être qu'ils sont pas autant en sécurité qu'ils ne pourraient l'être. Donc, voilà, c'est une façon du coup de travailler vraiment sur le point de vue. Ridley Scott, à part dans Les Duellistes, moi je trouve vraiment déjà dans Alien ça se casse la gueule. En fait, le point de vue, c'est lui. Lui en tant que cinéaste qui va faire des belles images. Un jour, on mettra la très très bonne vidéo de Capture Mag sur Tony Scott justement, qui est vraiment passionnante et où pour le coup, voilà, Tony Scott, c'est quelqu'un qui a aussi été un pubard et aussi été un clipper dans les années 80, mais qui a toujours réinventé son style, qui a toujours travaillé, qui s'est toujours posé la question de c'est quoi mon histoire, c'est quoi mes personnages, comment je communique mon sujet. Et notamment dans les années 2000, il a montré que non seulement il maîtrisait parfaitement les codes du cinéma et du point de vue et toute la grammaire cinématographique dans toute sa filmo, et notamment dans Ennemi d'État et Spy Game, voilà, donc Ennemi d'État voilà, qui est un très très bon film, une espèce de variation sur Conversation secrète de Coppola, où il y a d'ailleurs Gene Hackman qui reprend un peu son rôle, et Spy Game avec Brad Pitt et Robert Redford, donc Robert Redford qui est aussi un acteur du thriller parallèle des années 70. Sinon même l'acteur le plus iconique de ce genre-là, et d'ailleurs c'est aussi pour ça qu'on va le retrouver dans le pas super Captain America Civil War. Mais donc, nous reprenons sur notre Ridley, qui lui a décidé que quand même c'est plus joli si on filme comme ça. Et donc effectivement, ce que va dire la personne pas passionnante de la vidéo, c'est donc que là en fait Oliver Reed, il est mort de fou. Et donc c'est d'autres images de lui. Alors d'ailleurs en fait on peut voir que c'est pas la même lumière, c'est-à-dire que là en fait on a une lumière qui est très très douce et qui vient plutôt du bas. En fait on peut voir que c'est assez diffus sur son tissu et que la lumière sur lui en fait est hyper dure. Et donc vous allez voir en fait quand il bouge, on voit qu'il y a un truc qui va pas. C'est notamment en fait au niveau de la lumière, parce que le niveau de noir et la couleur des ombres ne fonctionnent pas. C'est toujours une bonne façon pour remarquer ça. Et en fait, là, on le voit aussi, c'est-à-dire que, en fait, vous voyez que les blancs là sont pas les mêmes que les blancs là, alors qu'en fait, supposément, c'est la même lumière. Toute la netteté n'est pas la même. Et en fait, ça, c'est toujours deux indicateurs assez faciles, en fait, pour repérer des images en 3D incrustées sur de la pellicule ou même sur du numérique, c'est qu'en fait, il y a toujours des problèmes de netteté. Et donc, en fait, vous allez avoir un petit flou derrière. Instinctivement, nous spectateurs, en fait, on comprend que bah, si là c'est flou, si là c'est net, enfin si là c'est un peu plus net et que là du coup c'est flou, du coup cette image-là, elle devrait pas être aussi nette. Et on voit bien en fait que là on a une arête qui est très très claire, qu'on voit très très bien, etc. Alors que là en fait c'est flou. Il y avait ce qu'on appelle un focus track, c'est-à-dire qu'en fait l'opérateur du coup suivait la doublure en train d'avancer, donc le focus n'est pas toujours tout à fait raccord quoi. Juste pour conclure vite fait sur ce bon Tony, sur ce bon Tony Scott et Ridley. euh, Moi, en fait, ce qui me rend du coup assez inintéressant et assez insupportable le cinéma de Ridley Scott, c'est que il passe pour grand auteur, alors qu'en fait, par exemple, Gladiator, en fait, c'est un film où il va filmer le Colisée, du péplum, donc c'est censé être des films très impressionnants, très intimidants, etc., etc. Enfin, tu vas, t'en as pour ton argent, et en fait, t'as pas de scène d'ampleur. Voilà, je vais juste vous remontrer l'action. Donc, hop, Des gladiateurs qui se battent contre des tigres à l'intérieur du Colisée en 3D. voilà, cut, 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 cut. Bah donc, montrer qu'il y a un gros chat qui va sur Russell Crowe et il y a 9 cuts. Bah, je suis désolé, mais du coup, j'y crois pas en fait, moi. Même si effectivement, il peut y avoir des gros plans, des inserts, etc. Mais si tu n'as que des inserts, si tu n'as que des gros plans, des points de détail, etc., bah en fait, plus rien, tout a la même importance. Faut imaginer en fait un livre, un roman qui ne serait constitué que de phrases avec des points d'exclamation. Au bout d'un moment, en fait, tu remarques plus le truc. Donc voilà. Donc le gros plan et le raccord en mouvement, enfin le raccord, etc., il a du sens s'il est dynamique et s'il rajoute du truc. Si tout est cut, 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 bah en fait, tu t'en fous, quoi. Et encore une fois, c'est pas
négatif qu'il y ait beaucoup de plans. Il y a plein de films qui sont extrêmement découpés, mais qui sont hyper précis. Encore une fois, Mad Max Fury Road, c'est un film qui est extrêmement découpé, mais qui reste fascinant à regarder. Mais là, en fait, là, les plans, c'est un peu des là, le autant de cut, c'est un peu des cache-misères. Tous les plans iconiques de Mad Max, Fury Road que là vous avez en tête, c'est soit des raccords qui sont hyper vénères, comme par exemple le moment où il y a où il y a Furiosa et Max qui se battent pour la première fois, ou alors voilà, c'est des fois où tous les plans larges, justement, où du coup il y a des poursuites et des choses comme ça, en fait, et on voit une personne sauter, la personne qu'elle essaie d'atteindre, le Warboy qui va lui tirer dessus, etc. Donc en fait, c'est ça qui rend l'action impressionnante, c'est que tu as dans le même plan action et réaction. Et ça, en fait, c'est une règle qui a été posée depuis l'époque du cinéma muet, et notamment en fait, à l'époque du burlesque, puisque bah, en fait, juste, c'est plus drôle. Enfin voilà, si tu vois du coup une personne tomber sur une peau de banane et qu'elle tombe dans le même plan, bah instinctivement, c'est plus marrant parce que du coup, tu as dans le même plan action et réaction. La grammaire du cinéma d'action repose sur la grammaire en fait du burlesque, en fait, du burlesque et de la comédie. Notamment, en fait, c'est Buster Keaton et Harold Lloyd qui ont posé les bases de l'action, en fait, et notamment de la comédie d'action, ce que feront bah, des années plus tard, voilà, tout le monde de John McTiernan à Jackie Chan. Alors forcément, And the Oscar goes to Gladiator. John Mais ce qui est très curieux, par contre, c'est qu'effectivement, du coup, Ridley Scott continue de se taper une réputation de visionary director, de super auteur, de machin, etc. Alors que bah, c'est des films qui sont, je trouve, assez démontrablement et assez démonstrativement. À la limite, bon, mauvais, c'est subjectif, tu vois. Mais vraiment, enfin, c'est cheap, quoi. Gladiator, ça a coûté une tonne et tout. La scène du début, là, sur la musique de Pirates des Caraïbes, je suis désolé, mais enfin, c'est d'une tristesse infinie. C'est pas spectaculaire parce qu'en fait, encore une fois, c'est hyper cut et tout est filmé comme une pub pour Marlboro de Tony Scott. Bah, en fait, enfin, du coup, quitte à, moi, j'aime autant mater un bon film de Tony Scott un peu fun où, pour le coup, voilà, Tony Scott sait utiliser ses effets. Je parle autant de Tony Scott parce que, en fait, voilà, Tony Scott s'est suicidé en 2010. Il avait une maladie dégénérative. Il a décidé de mettre fin à ses jours plutôt que de se voir décliner encore plus, quoi. Et on avait entendu à l'époque des gens dire oui, mais en fait, il a eu le seum parce que voilà, en gros, il était malheureux de pas être aussi génial que son frère Ridley. Enfin voilà, ce qui moi je trouve absolument scandaleux. Un jour, on va parler du coup de Tony Scott en propre. Là, on mate un peu la vidéo. mais tous ces trucs spectaculaires, ce n'est rien comparé à cette scène. On dirait pas, mais elle est hyper spectaculaire. On dirait pas, Donc il y a un mais flou elle qui a est été hyper fait spectaculaire. sur la. Voilà, il y a un flou, il y a un effet de flicker en fait, donc des lampes qui a été fait sur le visage de l'acteur, enfin de feu l'acteur. Ça correspond pas à ce qu'on voit sur sa manche et surtout en fait c'est tout le niveau de l'objet en 2D qui baisse. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, moi si je me mets sur OBS, je peux éteindre ma lumière là, voilà. Mais en fait, vous voyez bien que du coup le niveau là il bouge pas, enfin quasiment pas. Parce qu'en fait ça du coup c'est dans l'ombre de cette lampe là. Donc si je l'éteins, ça reste sensiblement au même niveau. En revanche, si je prends ma caméra et que là-dessus, je vais baisser ma luminosité, vous voyez du coup qu'en fait, ça affecte à la fois mes ombres, en fait, ça affecte tout dans l'image. Alors bon, moi, il se trouve que j'ai une caméra de merde là, en plus, donc tout son visage est affecté uniformément. Vous allez voir du coup, en fait, il y a à la fois du coup donc cette partie-là qui est supposément éclairée par la lampe, donc il devrait baisser si la lampe elle a un petit flicker, enfin la lampe, la chandelle, hein, voilà. Et donc en fait, cette partie-là ne devrait pas trop bouger, puisque de fait, elle n'est pas éclairée par cette lampe. Mais en fait, on va voir que tout bouge. On dirait pas, mais elle est hyper spectaculaire. Vous avez vu? Voilà. Parce que ce On voit pas très bien, c'est gars-là, mes pauses. il s'appelle Mais voilà. Oliver Reed. Donc ça fait partie, voilà, donc toujours des façons de voir le truc et ça vend pas trop l'effet pour le coup. Après, effectivement, pour l'époque, c'était balèze, joue le donc là, on rôle. peut le dire, ouais. De Proximo, et au moment du tournage de ce dialogue, Et ça, je suis désolé, ça, c'est dégueulasse. Alors, on va le regarder un peu en mouvement, en fait. Mais donc, pourquoi c'est dégueulasse? Pareil, parce que les niveaux de lumière ne correspondent pas. C'est-à-dire que ça, en fait, on voit que ça a été tourné en pleine journée. C'est-à-dire, en fait, du coup, c'est une espèce de gris un peu. Enfin, c'est gris alors qu'il a les cheveux très blancs. Donc, en fait, ça se voit que c'est un éclairage en fait très contrasté qui a été, du coup, éclairé très très fort, mais qui a été baissé en post-production. C'est pour ça qu'en fait, ça fait une espèce de gris. Et ici, en fait, là, du coup, en fait, voilà, on voit que du coup, les niveaux-là, en fait, sont pas tout à fait les mêmes. Ça doit être une scène en journée parce que du coup, on voit qu'il y a un petit peu de bleu, en fait, dans cette haute lumière-là, etc. Alors que là, il y a que du jaune sur la joue de Russell Crowe et qu'ici, il y a une lumière qui est jaune. Donc, la couleur de la lumière ne correspond pas. Et ici, en fait, on a du coup des zones qui sont très contrastées, notamment ici, où on est quasiment dans le noir total. Et là, en fait, alors qu'il est de l'autre côté de la lumière, bah, en fait, on n'a pas du tout ce niveau de contraste-là. Parce qu'encore une fois, les scènes n'ont pas été éclairées de la même façon. Je suis pas en train de dire Ridley Scott, c'est une merde pour ça, hein, c'est pas du tout ça. L'acteur est mort, ça fait chier. Enfin, là-dessus, voilà, c'est pas facile et tout. Et voilà. Et je dis pas machin. Et les équipes FX, elles ont fait ce qu'elles ont pu. Pour le coup, effectivement, du coup, le gamma n'est pas bon. Enfin, la couleur de la lumière n'est pas la bonne. Donc, je profite de ça pour vous montrer aussi un petit peu voilà, comment on peut repérer ces effets-là généralement. La couleur de la lumière, le niveau de contraste, la couleur des ombres et le niveau des gammas.
donc les nombres, le noir. Généralement, en fait, c'est toujours des très bonnes façons de voir voilà, comment repérer ça. C'est aussi, du coup, une très très bonne façon de se rappeler que si un jour vous faites du compositing ou des FX, vous faites votre composite avant de faire votre étalonnage. L'étalonnage, il se fait une fois que vous avez tout mis à raccord, quoi. Ça sert à rien d'étalonner un plan où il va y avoir du compositing, ça ne sert à rien et vous allez perdre de l'information. Ah, il est mort, c'est fou. Pardon. Eh ben, il est mort. Pour de vrai. Dans la vraie vie. Il ne devrait pas être à l'écran. Et pourtant, il discute. Enfin, pardon, je suis désolé en fait, mais je veux dire, enfin, c'est impressionnant, etc. Et on peut en parler, hein. Et puis oui, il y a Gladiator 2 qui sort et tout. Enfin, je veux dire, mais c'est un film qui a 25 ans, enfin, qui a 20, tout le monde connaît cette anecdote. Enfin, c'est comme dire, ah là là, tu savais qu'en fait, là, Viggo Mortensen, il s'est pété un orteil quand il a shooté dans le casque de l'Urukai. Enfin, on s'en branle, je veux dire, tout le monde connaît cette anecdote. Ça me sidère. Enfin, je sais pas, c'est vraiment, voilà, je trouve que c'est un truc, pour le coup, je trouve que c'est un truc de cinéphile en carton. Le fait qu'ils disent: «Ah, ce qui est impressionnant, c'est pas la reconstitution de Rome, les effets numériques et cetera», que moi je trouve pas dingue, mais qui sont balèzes pour le coup, pour l'époque. Ça demandait beaucoup de travail aux équipes, de je sais plus qui, j'ai envie de dire ILM. Je me souviens pas qu'ILM ait bossé dessus, mais en même temps, je vois pas qui ça pourrait être à l'époque. Bref, mais ça devait être ILM, hein. Oh peut-être, ou non, ou pas Weta, non, ça devait être ILM. Pour le coup, c'est des trucs qui sont vraiment super impressionnants. Tu les trucs cool qu'on t'a fait au niveau des simulations, enfin plein de trucs comme ça, et cetera. Mais effectivement, ça, c'est des choses un peu techniques. Et donc voilà, donc il y a des choses intéressantes sur Gladiator, mais enfin bref, je sais pas, ouais, ça me blase un peu là. Ne devrait pas être à l'écran. Et pourtant, il discute, tranquille, avec Russell Crowe. Comme si de rien n'était. Et le problème, c'est qu'un acteur qui ressuscite comme ça, comme par magie, c'est très dangereux. En fait, ça pourrait même détruire le cinéma. Ça va détruire le cinéma. Dans Ok. la vie, il existe plein de façons de mourir. Pour Oliver Reed, ça se passe pendant le tournage de Gladiator, un week-end, dans un pub avec des amis. Il boit de l'alcool, beaucoup trop, et tombe, inanimé. Arrêt cardiaque. Sauf que le tournage du Alors par contre, je suis désolé, mais il avait une tête incroyable. film, inanimé. Arrêt cardiaque. Je vous préviens, si un jour vous mourrez, mais que vous n'avez pas cette tête-là, vous êtes des cucks. C'est très simple. La photo, elle est exceptionnelle. Sauf que le tournage du film, il n'est pas du tout fini, et que le personnage qu'il joue prend pas mal de place. Alors pour sauver l'histoire, après la mort d'Oliver Reed, il faut tuer Proximo. Pour ça, les gens des effets spéciaux prennent des scènes déjà Mais tu vois, genre, je suis désolé, mais ne serait-ce que ça. Les gens des effets spéciaux. D'ailleurs, je suis en train de me demander si la scène dont je parlais, parce que là, la lumière, c'est la même que. Bah, je pense que c'est là, oui. Je pense que la lumière, enfin, la scène qu'on voit là, ça doit être la scène qu'on a montrée juste avant. Mais j'imagine que c'est ce qui va y avoir dans la vidéo. Mais effectivement, l'éclairage me semble correspondre. Et donc, effectivement, voilà, on voit bien que donc, c'est une scène plutôt éclairée de jour. Voilà, dans les teintes plutôt blancs. Et en fait, enfin, je veux dire, ne serait-ce que dire les gens des effets spéciaux. C'est en fait, du coup, bon, c'est un Ridley Scott. C'est un démiurge, c'est un génie, il est trop fort, il crée des trucs, etc. Et puis, il y a les gens des effets spéciaux. Le fait de simplement penser ça comme ça, et donc du coup de pas se dire c'est les techniciens qui vont créer des trucs, qui vont trouver des solutions, en fait c'est l'équipe de Bidule, ils vont faire ça, et cetera. Enfin, ça me et je dis pas: «Ah, il les connaît pas», voilà, moi non plus je me souviens pas du nom, mais moi j'ai pas fait une vidéo pour Le Monde, en fait. «Ah, mais de toute façon les effets numériques, c'est trop moins bien, c'est trop nul, on voit tout de suite», et cetera. Enfin, c'est vraiment une espèce de pensée, pour le coup très franco-française, en fait, de se penser malin parce qu'on n'aime pas les effets spéciaux et qu'on aime bien quand c'était fait à l'ancienne. Ça me fatigue. tournées, il découpe son visage sur un ordi et le copie-colle dans une scène Bah, voilà, d'adieu. oui, donc du coup effectivement c'est ça. Après ça, doublure filmée de dos, coup d'épée, problème réglé, film sauvé. Des exemples comme ça, il y en a pas mal d'autres. Le point commun, c'est que les acteurs sont morts pendant le tournage. Leur résurrection a permis de sauver les films. Ah, par contre, c'est pareil, je suis désolé cousin, mais en fait, si tu mets Alex Proyas sur le même niveau que, donc Alex Proyas qui a réalisé, The Crow, qui est un enfin, voilà, chef-d'œuvre du gothique moderne avec un Brandon Lee qui est pour le coup totalement possédé et de surcroît, je m'énerve un petit peu, où Alex Proyas qui ensuite du coup en a chié, a fait une putain de dépression parce qu'évidemment il pensait qu'il était responsable de la mort d'un acteur qu'il avait adoré, avec qui il était devenu super pote et tout. Et si tu mets ça sur le même niveau que, je sais plus comment il s'appelle, qui a fait Fast and Furious 7, pour la mort de Paul Walker et Ridley Scott, je vais pas du tout être enfin bref, c'est des démarches qui sont mais tellement différentes. Enfin, et je veux dire, encore une fois, ça c'est symptomatique de ne pas penser le cinéma. C'est-à-dire que tu as les films, les gens des effets spéciaux, ils font des films. Des fois, il y a trop d'effets spéciaux et du coup, c'est moins bien. Et tu vois, en fait, c'est toujours ce truc de on a sauvé le film, mais à quel prix?
Mais depuis les années 2000, il se passe. On ne ressuscite plus les morts pour sauver un film, Donc mais effectivement, donc là, voilà, donc Peter Cushing, donc qui joue le Grand Moff Tarkin dans Rogue One, de Gareth Edwards. juste parce qu'on sait le faire. Il y a les morts vraiment morts, mais dont on ressuscite une version d'eux de quand ils étaient plus jeunes. Dans le cas où l'acteur d'origine est encore vivant, il peut même être sa propre doublure. On colle juste son visage jeune sur son visage vieux. Oui, donc la donc l'art se nourrit des évolutions technologiques, d'accord. Enfin et Indy 5 qui est pas un film que je vais défendre, attention, et en particulier le de-aging, mais enfin, c'est genre enfin, oui, bah, oui, il y a des moyens technologiques et donc la et voilà, bah, du coup, les artistes, utilisent, des moyens technologiques pour faire des trucs. Oui, bah, oui, effectivement, oui. On a inventé la perspective, au 15e siècle, mais est-ce que c'était pas mieux quand finalement tout avait l'air un peu carré et moche? Globalement, ces résurrections servent à faire trois choses. Exposer un savoir-faire technique pour mieux vendre son film, du fanservice pour capitaliser sur la nostalgie du public avec des personnages d'il y a longtemps, et puis quand même raconter une histoire qui a du sens. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Désolé, hein, pour le son là. Donc rajeunir Indy 5, pour alors moi je j'aime pas la démarche, hein, mais rajeunir, Harrison Ford pour recontextualiser Indy 5 et du coup recréer un arc pour en finir avec l'arc du personnage du coup et justement accepter l'âge du personnage à la fin de Indiana Jones dans Indy 5, c'est du fanservice et c'est pour capitaliser pour je sais pas quoi. Par contre, ramener cette pauvre putain, Dana Carvey, je crois, bref. Ramener, cette pauvre machine dans Blade Runner 2049, qui est le fanservice le plus forcé que j'ai vu de la vie, juste après le fait de ramener Harrison Ford dans Blade Runner 2049, qui n'a rien à foutre là non plus, et qui en a clairement rien à foutre d'être là, et qui est juste en mode bon, de toute façon, entre 2 plats de choucroute, je vais jouer vite fait mes scènes, je vais les dire comme ça, mais je vous préviens, on tourne à 15h et en pyjama quand je me lève. Ça, par contre, c'est pour raconter une histoire. Enfin bref, on devrait peut-être faire un permis de cinéphile à points. Je suis désolé, mais c'est pas possible d'être à ce point inculte, quoi. Enfin non, pas inculte, acculturé. Ouais, enfin voilà, c'est de la culture cinéma de Combini, quoi. Ça me mais qui pense être subversif en disant: «Ah là là, quand même, ils rajoutent des moyens, c'est vraiment du fanservice, quoi». Elle intéresse qui cette take en 2024? Sens. Dans certains cas, ça fait même les trois en même temps. Bah ouais. Pour l'instant, ces résurrections, on les utilise pour un seul film à la fois, au cas par cas, comme avec Indiana Jones, Rachel ou Tarkin. Mais tout ça, ça va changer. Lui, c'est Ben Morris, un pro des effets spéciaux. En 2018, il explique que pour les films Star Wars, Enfin si, entre autres choses, c'est le superviseur FX, enfin, l'intégrale superviseur FX sur, le dernier Jedi, donc là où il y a une Leia, numérique. il a fait un scan en 3D de tous les acteurs principaux du film, sans savoir s'il en aurait besoin. Alors, ça, du coup, là, c'est pas sans savoir si on en aura besoin, c'est une demande de Disney, hein, pour le coup, qui veut ça pour contrôler absolument tous ces films et pour justement, si un acteur te fait chier, de toute façon, tu signes le droit, du coup, de ta likeness, de ce à quoi tu ressembles, du coup, et voilà, comme ça, du coup, Disney peut faire des films avec toi jusqu'à ta mort et même après. Mais au cas où, ça fait une base pour plus tard. Alors concrètement, un scan en 3D, ça ressemble à ça. L'acteur entre dans une grosse machine, il est photographié sous tous les angles, avec toutes les lumières possibles, transformé en objet numérique et stocké dans le coin d'un disque dur. En théorie, on peut scanner et archiver n'importe qui. J'entends, hein, je veux dire, c'est des questions qui se posent, et cetera, mais enfin, alors on en a parlé en stream, hein, en plus, il y a quelques semaines de ça. Benjamin Button, le premier être humain numérique, à partir, du coup, de Brad Pitt qui a été scanné, qui a été comme ça, et cetera. C'est, 2008. Enfin, en fait, enfin, je sais pas si ce que je dis est clair, mais à la fois la take, déjà, moi, je la trouve un peu éclatée. C'est pas Ben Morris qui a scanné tout seul comme un grand. C'est les prods de Disney qui ont dit: «OK, en fait, là, ça va faire chier». Et du coup, donc Carrie Fisher était morte, voilà, elle est morte pour le coup pendant le tournage, si je me trompe pas. Mais donc voilà, il y a eu toute cette histoire et cetera. Donc bon, on a dit: «Vas-y, tous les acteurs, on va les scanner, on sait jamais». Bon, pas de problème. Et puis, encore une fois, voilà, ça demande aussi du coup de savoir comment sont faits les films. Le fait d'avoir un scan de l'acteur, ça fait aussi que pour notamment les gens de chez Disney qui ont tendance à beaucoup, beaucoup réécrire les films et beaucoup rechanger, y compris en production, ça fait qu'en fait, tu as un modèle 3D qui est beaucoup plus facile de rééclairer si, au hasard, comme c'est le cas à la fin du dernier de Avengers Endgame, en fait, tu avais des séquences qui étaient prévues pour le premier film qui se retrouvent à la fin et que ça se passait dans une forêt et maintenant ça se passe dans le QG des Avengers, bah du coup, faut
entièrement tout rotoscopé. En fait, la scène est entièrement faite en numérique. Et donc, à ce moment-là, tu utilises totalement des doublures numériques de tous tes personnages, de tout ton cast, et donc toutes les scènes d'action, mais aussi les gros plans, etc. Le visage des comédiens, qui est rééclairé donc avec une doublure numérique. Voilà, et ça, c'est un truc en fait que Disney fait systématiquement. C'est pas ce brave Ben Morris qui a décidé tout seul comme un grand de prendre la likeness de tout le monde. On le ressort, on le plaque sur une doublure et on lui fait faire ce qu'on veut, comme une marionnette, pour l'éternité. Et bien sûr, ça marche même si l'acteur d'origine est mort depuis longtemps. Sauf qu'il reste une grosse question. À qui appartient ce disque dur? Qui a le droit de faire jouer des acteurs morts? Eh ben, ça dépend. Au pays du cinéma, en Californie par exemple, pour utiliser la voix ou l'apparence d'un acteur mort, il faut demander la permission Ah à là, faut que tu ses donnes tes héritiers. droits. C'est valable pendant les 70. Donc ça faisait aussi partie, si vous voulez, du coup, des questions qui s'étaient posées autour de, vous savez, du coup, la grande grève des acteurs, des actrices qu'il y a eu là, du coup, je crois que c'était en début d'année dernière. Donc voilà, donc la fameuse SAG-AFTRA, donc le syndicat des acteurs, un des trucs, en fait, qu'ils avaient dit, c'était: «On veut des protections contre les IA», parce qu'en fait, le système et donc qui aujourd'hui est appliqué, hein, de fait, qui est vraiment un immense échec de SAG-AFTRA pour le coup. Quand tu es figurant, donc du coup, tu vas faire ton casting et cetera et cetera, et donc la victoire de SAG-AFTRA, c'est en fait, la production n'a pas le droit d'exiger de toi que tu donnes ta likeness, de te scanner sur ton consentement. Donc ils sont obligés de demander. Sauf que, comme vous êtes des marxistes un peu conséquents, vous savez bien que dans un rapport de subordination au travail, il n'y a pas d'égalité. Donc en fait, quand la personne qui t'emploie ou qui veut t'employer te dit: «Est-ce que tu es d'accord que je fasse ça, comme ça je peux t'employer?» Si tu dis non, tu n'es pas employé, donc tu n'as pas de travail, donc tu ne peux pas bouffer. Et ça, c'est un véritable sujet, notamment pour le syndicat des acteurs, puisque il y a énormément de comédiens, comédiennes, notamment aux États-Unis, qui ont commencé en étant des extras. Que Brad Pitt a commencé comme ça. Il y a pas mal d'acteurs en fait, voilà, qui ont commencé en étant des extras charismatiques. Et en fait, putain, il a une bonne tête quand même, vas-y, tiens. Et donc en fait, du coup, il revient souvent, les directeurs de casting trouvent qu'il est cool, et donc on le rappelle, etc. Puis en fait, après, ils vont commencer à avoir des petits rôles, puis des petits rôles, puis etc. Encore une fois, Brad Pitt, qui est une des plus grandes stars aujourd'hui au monde, il a commencé comme extra. Maintenant, si Brad Pitt, il avait signé sa likeness, bah en fait, du coup, les studios, ils ont plus besoin de le rappeler, parce qu'en gros, ils te payent pour une journée, et après, ils ont ta likeness ad vitam aeternam. Parce que tu as signé ton contrat. Parce que si tu signes pas ce contrat-là, ils ne te prennent pas, ils ne te payent pas. Tu ne peux pas bosser. Et donc, de fait, c'est la production qui a ta likeness, et donc qui n'a plus aucune raison de te recontacter. Donc ça, je veux dire, c'est un énorme sujet aujourd'hui aux États-Unis. Et je peux me tromper, je touche du bois, mais je pense que machin, il va pas en parler. Ans qui suivent la disparition. Après ça, en théorie, n'importe qui peut en faire ce qu'il veut. Sauf que c'est pas si simple. Pour la juriste Jennifer Rothman, si l'identité du mort est commercialisée sous forme d'un produit ou d'un service, elle peut rester protégée en tant que marque déposée. Et oui, et c'est là que ça devient encore plus intéressant, c'est-à-dire que Mark Hamill meurt, donc c'est Luke Skywalker, etc., etc. Il meurt, ses enfants veulent faire un truc où il passe un peu ses films, etc. Alors évidemment, Disney ne le fera pas parce que ce serait un très mauvais coup de com', mais Disney a les droits commerciaux de la likeness, c'est-à-dire je sais pas comment ça dure ça, voilà, mais de l'apparence physique en fait de Mark Hamill, associée à des produits et services et vendus par ses ayants droit. Donc, c'est une marque déposée en fait. Ton grand-père meurt, tu peux même pas mettre des photos de lui. Enfin voilà. Alors, évidemment, ça va pas se passer comme ça, mais voilà, faut vraiment avoir en tête qu'ils vont pas faire ça pour Mark Hamill. Par contre, bah voilà, effectivement, ton cousin, ton frère, ton je sais pas quoi, ta grand-mère et tout, qui a été figurant une fois ou deux, qui a signé sa likeness, il y a rien qui les empêche de continuer à utiliser, et cetera. Les lois sont en train de bouger sur ces questions et ça devient urgent. Parce qu'avec la puissance de l'IA et des deepfakes, on peut manipuler des acteurs de plus en plus facilement. Il n'y a même plus besoin de les scanner. Genre, en 2021, quand Tom Cruise débarque sur TikTok, What's up, TikTok? eh ben c'est un faux Tom Cruise, Ah non, mais on sait. fabriqué avec une IA qui scanne plein de photos de lui, Mais c'est pareil, enfin, je fabrique veux un dire, ça modèle c'est pas ça c'est et une on le problème colle sur un autre. c'est une problème enfin, c'est un truc, putain, mais c'est le deepfake, mais ça a 4 enfin, je sais pas, ça m'énerve, ça me rend fou. Visage. Tom Cruise se transforme alors en mec maladroit. Cette séquence, elle est un peu Le Tom Cruise qui fait comme ça et qui rigole, c'est le Tom Cruise des années 80 qui n'existe plus. Derrière ça, en fait, du coup, il y a aussi une question à poser, ne serait-ce que sur, du coup, comment ça marche quand tu es en train d'interpréter une personne qui n'est pas toi? Qu'est-ce que c'est? Le symbole, du coup, c'est qui la star? Si c'est un visage, est-ce que c'est un jeu? Enfin, il y a plein de questions hyper intéressantes qui pourraient être posées, qui ne sont pas posées et ça me rend fou. Cette séquence, elle est un peu débile. Ma petite histoire, du coup, le mec est imitateur de Tom Cruise professionnellement. Ma caméra m'a lâché, c'est parfait. Bon, allez, nique sa mère. On va passer en Defcon 4. Et hop, et voilà. Mais elle pose une question super importante. Pourquoi est-ce que c'est si gênant de voir un faux Tom Cruise tomber par terre?
En fait, pour répondre, il faut bien voir qu'un acteur, c'est deux choses. À la fois un corps identifié par le public et des personnages. Je pensais qu'il allait dire c'est un corps et peut-être un jeu, une technique, une façon d'habiter ce corps, une façon de performer. Peut-être même on aurait pu parler de star studies, la façon avec laquelle certains actrices, et notamment plutôt des acteurs masculins, vont reprendre certaines mimiques pour communiquer aux spectateurs. Voilà, du coup, un truc de connivence et qu'un truc qui n'existe qu'avec les acteurs. Le regard hyper vénère et hyper intense de Clint Eastwood, le haha un peu bizarre de Tom Cruise. Ça peut être des choses comme ça, on aurait pu avoir cette discussion, mais non, là on parle de corps et de. Bref. L'acteur de Cerveau de Blood et de Phantom Thread et qui joue dans tous les films de Paul Thomas, dans pas mal de films de Paul Thomas Anderson, voilà, cet acteur-là, en fait, par exemple, du coup, il a un jeu par personnage, il va créer en fait un registre entier, etc. etc. Et donc, voilà, donc cet acteur-là, en fait, du coup, c'est effectivement du coup quelqu'un limite, il va vraiment imiter son personnage. La vidéo, en fait, elle est même pas fausse, quoi. C'est en dessous de faux. Et donc, quand Star Wars ressuscite l'acteur Peter Cushing, c'est le personnage de Tarkin qu'on voit. Si l'acteur était vivant, il aurait probablement accepté de le rejouer. Dans le cas du Tom Cruise de TikTok, c'est différent. Il n'y a aucun personnage. On manipule. Et oui, et sauf que justement, si, en fait. C'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça que c'est drôle, c'est que les TikTok, alors par exemple, moi je trouve cet imitateur assez insupportable, et pour assez bien connaître et la filmo et enfin voilà, le mythe de Tom Cruise. Justement, Tom Cruise, personnage public, c'est un personnage, c'est pas le Tom Cruise qui existe réellement. Voilà, parce que Tom Cruise, personnage public, c'est un personnage qui est extrêmement maîtrisé, et donc justement, qui ne se pète pas la gueule. Et donc, tout l'humour, alors humour avec beaucoup de guillemets, vous ne voyez pas, je fais des guillemets, voilà, de ces vidéos-là, en fait, il vient justement du fait que Tom Cruise ne se pète pas la gueule en public. Et donc, ce serait marrant s'il le faisait. Vous imaginez, haha, c'est bien un personnage, en fait, c'est bien un personnage dont il est question. Un Tom Cruise qui est très caricatural et qui est le Tom Cruise des années 80, qui n'a plus rien à voir avec ce qui se fait aujourd'hui. Et c'est pas grave, on s'en fout, c'est un TikTok quand même. TikTok, c'est différent. Il n'y a aucun personnage. On manipule le corps d'un acteur et on lui fait jouer un rôle qu'il n'a jamais accepté. Mais il y a pire que ça. Ici, c'est une publicité de l'actrice Audrey Hepburn. Une Alors ça, fausse par contre, ça Audrey pose question, Hepburn. ouais. Son corps est utilisé pour vendre du chocolat. Alors, les héritiers ont bien sûr été consultés, ils ont touché de l'argent, mais ils ont aussi expliqué que leur mère leur a souvent parlé de son amour pour le chocolat. Alors, ma mère m'a toujours parlé de son amour pour les gros chèques de la part des entreprises qui vendent des chocolats, donc je ne pouvais pas refuser. Non, mais bien sûr, il y a une pub de 2004, je crois, avec Gene Kelly qui fait du breakdance pour vendre, je sais plus quoi, je crois que c'est un iPod ou un truc comme ça. Putain, mais putain, cette vidéo a 20 ans de retard, quoi, c'est terrible. Et qu'elle aurait été fière de ce personnage. Sauf que Audrey Hepburn, elle est morte. Elle ne pourra jamais dire si c'est vrai ou pas. Pour éviter ça, il existe une solution. Interdire complètement l'utilisation de son image. C'est exactement ce qu'a fait l'acteur Robin Williams. Dans son testament, il interdit carrément l'usage de sa voix et de son image pendant 25 années après sa mort. Ok, mais après cette période de 25 ans, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est exactement la question que pose un film sorti en 2013, Le Congrès. Ça, on devait en parler à la fin de la. En fait, ils en parlent dans la vidéo de Bobine sur le de-aging, qui est vraiment très bien. D'ailleurs, c'est du coup avec Robin Wright, qui justement. Et ça, voilà, qui joue du coup un personnage qui ne veut pas utiliser le de-aging, et ce qu'elle a utilisé récemment dans Here. Après, c'est un très bon film, donc voilà. C'est pas mal du tout, Le Congrès. Il y a un Danny Huston très très intéressant. Enfin, en plus, il y a plein de trucs très cool et tout. C'est vraiment petit. Dedans, l'actrice Robin Wright est en manque d'argent et galère à faire vivre sa famille. Pour survivre, elle accepte de se faire scanner et vend l'utilisation de son image pour toujours. Elle pose juste quelques conditions. Retards, mentally handicapped, no porn, no Holocaust, no Nazis. Sauf que 20 ans plus tard, elle découvre ce qu'on a fait d'elle. Un personnage ridicule qui joue dans des films nuls. Agent Robin is back again. Mais elle ne peut rien y faire. Son contrat lui interdit de reprendre la main sur son image, l'industrie du cinéma a acheté son corps et choisit comme elle veut les personnages qu'il joue. L'actrice a disparu. Et ce n'est pas la seule. Dans le film, tous les acteurs ont disparu. La question du coup qui se pose derrière, c'est simplement la question des capitalistes qui veulent continuer à produire de la maille et faire des formules dévitalisées sans artistes du coup derrière. Et artiste, là j'entends artiste interprète. Là pour le coup,
c'est un terme qui est passionnant, en France en termes de droit de la propriété intellectuelle. C'est-à-dire qu'on considère qu'un acteur est un acteur, une actrice, ah, vous avez compris, est un artiste-interprète. Ça, c'est quelque chose qui est absolument merveilleux, qui est fondamental. C'est-à-dire il y a bien, on considère, il est central dans le droit français de la propriété intellectuelle, qu'il y a bien du coup une création, une part complètement artistique, créative que font les interprètes. Voilà, justement, c'est pas juste. Ça, j'apprends la texte, il y a une création, on crée complètement un personnage. La question est épineuse, mais il ne me semble pas en fait que cette vidéo qui dit bon bah c'est compliqué, voilà. En fait, il me semble pas que ça fasse beaucoup avancer le débat. Par contre, effectivement, on peut encadrer. Il y a des demandes de la SAG-AFTRA et donc ça, c'est des choses, par exemple, dont la vidéo aurait pu parler. La vidéo aurait pu parler, en fait, de tout ce dont on a parlé à côté, c'est-à-dire, justement, le fait que, bah, c'est pas toujours toi qui choisis. C'est pas un problème de technologie. C'est-à-dire qu'en fait, même et surtout, même c'est pas un problème de Gladiator, c'est-à-dire que le masque numérique, voilà, le fait, du coup, d'incruster un visage numériquement, ça date de 93 avec Jurassic Park, où il y a d'ailleurs, si vous pouvez le regarder, c'est assez marrant, c'est-à-dire que donc c'est quand la gamine, la petite blonde, quand elle tombe du coup dans une bouche d'aération, en fait, donc c'est un cascadeur. Le visage du cascadeur est pleine caméra et en fait, il a incrusté le visage de la gamine et le plan, il a pas mal vieilli en plus. Bon, tu vois juste que voilà, d'un seul coup, c'est une gamine qui fait 85 kilos de muscle. Mais bon, du coup, ce sujet-là, enfin, ça n'a pas commencé avec Gladiator, ça n'a pas fini avec Gladiator, ça n'est pas la faute de l'IA, ça n'est pas la faute du de-aging, ça n'est pas la faute du deepfake. C'est pas les technologies en tant que telles avec leurs petites pattes de technologie qui foutent la merde. C'est un système capitaliste, c'est la commercialisation des imaginaires qui crée ce système-là. Je trouve ça mais incroyable. Et en plus de ça, d'oser, ça c'est quand même terrible, mais d'oser appeler ça le monde opinion, mais c'est du foutage de gueule. En fait, c'est peut-être ça le cinéma du futur. Des films sans acteurs, avec des humains remplacés par les versions en 3D des stars du passé. Peut-être alors qu'on n'aura plus besoin de nouveaux acteurs, peut-être qu'on aura juste des visages artificiels, et peut-être qu'on s'en rendra même pas compte, et qu'on sera très content des films que ça donne. En tout cas, Je sais pas si c'est une tentative de faire une balle ou pas à Logan, mais bah, quand on voit qu'il y a justement un film qui se fait à l'époque où on commence, donc en 2016, à l'époque où on commence déjà, où Marvel commence déjà à faire du de-aging sur ses personnages et qui t'explique que bah, justement, en fait, Logan, du coup, doit redétruire cette version violente que des savants fous ont créée donc une version plus jeune de lui, que des savants fous ont créée, qui est une espèce de créature sans âme qui fait simplement ce que les gens lui disent, qui est donc une charge radical contre ce type de procédé, le fait d'utiliser ça dans cette vidéo, ça j'ai envie de crever. Oliver Reed reste encore aujourd'hui un des pionniers Par contre, la vidéo, elle m'a bien réveillé, là, je suis bien vénère, c'est cool. de cette tendance à la résurrection. Et ce qui est très amusant, c'est que c'était déjà parfaitement résumé dans Gladiator. What we do in life echoes in eternity. Putain, mais c'est naze. Bref, bon bah voilà, et bah on aura bien pas pensé le cinéma pendant environ 10 minutes, c'était intéressant. Merci à Le Monde pour cette vidéo. Moi je me casse, et bah écoutez, à bientôt, soyez sages, buvez de l'eau, deuxième fois. Salut. Like an unblade, it swallow starts a fist fight. Your right to property is antithetical to Christ. Hey, the time is right, so if you've got something to prove, so a fucking yellow and black triangle flag.